Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro du Journal de la Santé sur Univers Télévision. Aujourd'hui, nous abordons un sujet aussi important mais très méconnu du grand public. Il s'agit du plaidoyer en faveur de la révision de l'article 81 de la loi sur la santé publique en République démocratique du Congo relatif à la contraception irréversible. Eh bien, pourquoi cette réforme est-elle proposée? Quels sont les enjeux juridiques, sanitaires et sociaux qu'elle soulève? C'est ce que nous allons découvrir au cours de cette émission. Et pour en parler, nous recevons M. Baudouin Kipaka-Bassilimou, magistrat à la Cour de cassation et président du réseau des magistrats pour l'application de l'article 14 du protocole de Maputo, REMAP 14 en sigle. Monsieur les magistrats, je suis tenté de dire docteur. Messieurs les magistrats, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Sur le plateau des Univers Télévision. C'est un très grand plaisir de vous avoir parmi nous pour parler de cette question d'enjeu public. Nous l'avons dit au départ que c'est un sujet très méconnu, peu connu du grand public, du commun des mortels et même de professionnels de la santé. Alors, première question pour commencer, pouvez-vous nous présenter avant tout le REMAP 14 et nous expliquer pourquoi le réseau s'est engagé dans ce plaidoyer? Oui, merci beaucoup madame. Effectivement, il faut commencer par expliquer ce que nous faisons, mais avant cela, je voulais brosser d'abord l'historique du processus de l'adoption du protocole de Maputo, parce que les gens, comme vous l'avez dit dans l'introduction, se posent beaucoup de questions pour savoir que signifie le protocole de Maputo. Et certains pensent que dès qu'on parle du protocole de Maputo sur le plan de la santé, c'est-à-dire on a libéralisé l'avortement. Ce n'est pas ça. Alors, je voulais préciser à l'intention des téléspectateurs le fait que la République démocratique du Congo est membre de deux concerts des nations. Il y a d'abord l'Organisation des Nations Unies, la RDC est membre, et l'Union africaine. Au niveau de ces deux concerts des nations, les États ratifient des instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme. Mais les États africains ont constaté que, après leurs indépendances, ils continuent à utiliser les instruments juridiques internationaux des Nations Unies qui protègent les droits de la femme sans tenir compte du contexte culturel, politique et social des femmes africaines. Donc en Afrique, on n'avait pas encore un instrument juridique de protection des droits de la femme. Alors, le principal instrument juridique international de protection des droits de la femme, de l'homme en général, on l'appelle Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cet instrument porte sur l'ensemble des droits reconnus aux citoyens et au peuple. Alors, ils ont décidé d'adopter un instrument complémentaire à la charte. Vous voyez qu'il y a l'instrument principal, c'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il fallait le compléter par un protocole additionnel. Voilà pourquoi on parle du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique. C'est ça le protocole de Maputo. Pourquoi Maputo? C'est puisque les États se sont réunis à Maputo pour adopter cet instrument le 11 juillet 2003. Ça, c'est le point de départ. Donc, désormais, l'Afrique a un instrument juridique de protection des droits de la femme. Et après l'adoption de cet instrument, progressivement, les États l'ont ratifié et intégré dans leurs droits internes. Aujourd'hui, sur 55 États, 45, c'est beaucoup. Donc vous voyez que c'est plus de la moitié des pays qui l'ont ratifié, et la RDC l'a ratifié, l'a déjà publié au journal officiel le 14 mars 2018. Donc c'est ça la procédure dans notre pays depuis 2003 jusqu'en 2018. C'était une procédure pour vérifier si cet instrument était conforme à nos valeurs traditionnelles, culturelles, ainsi de suite, et juridiques surtout. Et l'article 215 de la Constitution permet la domestication de cet instrument. Et pour revenir à ce que vous faites, oui, voilà pourquoi en 2018, on a publié ce protocole au journal officiel, on l'attendait beaucoup. Et après 2 ans, nous avons constaté que nous, les magistrats, on avait une obligation d'appliquer les dispositions de ce protocole, et en particulier l'article 14. Puisque lorsqu'on parle de l'article 14, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs articles. Et en 2018, à la fin de l'année, le président du Conseil supérieur de la magistrature avait signé une circulaire pour demander à tous les magistrats civils et militaires d'appliquer l'article 14 sans tergiverser. Et nous, on s'est réunis pour dire, nous avons quand même une obligation de vulgariser ce protocole. Et voilà pourquoi, le 14 mars 2020,
nous nous sommes réunis, nous, les magistrats civils et militaires, pour créer les réseaux de magistrats pour l'application de l'article 14, REMAP en sigle. Alors, quelle est notre mission? C'est vulgariser cet instrument juridique international à toute la population, mais en particulier aux magistrats civils et militaires et à d'autres acteurs du secteur judiciaire, les OPJ, les agents de l'ordre judiciaire, pour que nous puissions apporter notre contribution à la promotion et à la protection des droits de la femme, et en particulier les droits sexuels et reproductifs de la femme consacrés à l'article 14 de cet instrument africain. Voilà dans quel contexte nous avons créé cette organisation pour essayer un peu de réaliser cette mission-là. Ici, il est question de l'article 81. Avant d'aller au fond de notre sujet, qu'est-ce qu'il stipule avant tout, l'article 81 de la loi sur la santé publique? Oui, avant d'expliquer la portée de cette disposition, c'est l'article 81 de la loi sur la santé publique. Oui. Alors, l'article 14 du protocole de Maputo consacre les droits sexuels et reproductifs. Okay. C'est à ce niveau où tout commence pour arriver à l'article 81. C'est-à-dire que tout citoyen a droit à la santé sexuelle et reproductive. Exactement. Et lorsqu'on parle de droits sexuels et reproductifs, les gens croient que c'est seulement pour les femmes. Non. Je donne un exemple. Les hommes aussi. Les hommes aussi. Un homme peut décider de ne pas avoir les enfants. Or, dans notre société, si un homme ne se marie pas, c'est tout un problème. Oui, une femme peut décider ainsi. Que nous avons. Voilà. Oui. Et la femme a droit de décider si la femme mariée, avec son mari, ils peuvent décider sur le nombre d'enfants à avoir, espacer les naissances. Lorsqu'on parle de la planification familiale, certains Congolais nous disent que non, on a importé ça de l'Europe, qui veut que nous puissions limiter le nombre de naissances alors qu'ils n'ont pas beaucoup d'enfants là-bas. Non. La planification familiale n'interdit pas d'avoir les enfants. Demande au couple de planifier les naissances. C'est ça la précision. Donc il ne faut pas mentir et vulgariser les préjugés pour que les gens ne puissent pas soutenir la portée de l'article 81. Okay. C'est cet article qui consacre les droits sexuels et reproductifs. Maintenant, l'alinéa dernier. Voilà pourquoi on parle de l'article 14, 2.c. Okay. Alors, cette disposition-là a permis au droit interne de dépénaliser l'avortement. Dans notre pays, depuis que le code pénal est entré en vigueur en 1940, l'avortement est sévèrement puni, de 5 à 20 ans. Donc, nous avons l'avortement sur soi-même. Une femme peut décider de se faire avorter elle-même. Et l'avortement sur autrui. Un médecin, un infirmier peut, ou bien des sages-femmes à l'époque au village, ils peuvent réaliser l'avortement sur une femme. Alors, on a constaté avec les professionnels de santé qui mènent des enquêtes, qui traitent les cas d'avortement, que dans notre pays et partout au monde, l'OMS le dit chaque fois, il y a beaucoup de cas de décès de femmes qui avortent clandestinement. Beaucoup. Et chaque jour, il y a des femmes qui meurent par les avortements clandestins. Alors, pour lutter contre ces avortements-là, dans d'autres pays, puisque en droit comparé à des pays qui sont avancés dans ce domaine-là, on a constaté que beaucoup de cas de décès de femmes qui ont avorté clandestinement sont dus du fait qu'ils n'accèdent pas aux soins appropriés. Il y a des femmes qui ont des grossesses non désirées et qui se livrent aux avortements clandestins. Et voilà pourquoi les rapports sexuels doivent être l'objet d'un consentement entre deux partenaires. Mais lorsqu'on impose la femme a une grossesse non désirée, voilà pourquoi on parle de la grossesse non désirée. En cas de viol, c'est ça. Et voilà pourquoi l'article 14.dc a déterminé les hypothèses dans lesquelles une femme peut demander un avortement sécurisé. C'est opposé à l'avortement clandestin. Donc, désormais, dans notre pays, depuis que le protocole a été diffusé au journal officiel, une femme rendue grosse, celle qui a une grossesse non désirée, peut demander à un médecin formé de pouvoir bénéficier de l'avortement sécurisé, médicalisé. Dans quelle hypothèse? Lorsqu'elle est victime de viol. Le viol, déjà, c'est une infraction puisqu'il n'y a pas eu consentement. Donc, la femme n'a pas voulu cette grossesse-là. C'est son corps. Il dispose de son corps, alors il peut décider de se faire avorter. J'en profite pour informer aux téléspectateurs que le protocole de Maputo n'autorise pas l'avortement. Okay. Merci pour c'est très important. C'est très, très important, oui. Le protocole de Maputo, lorsque vous lisez l'article 14, n'autorise pas l'avortement. Mais il consacre le droit reconnu à la femme de se faire avorter suivant les conditions déterminées à l'article 14. Lorsqu'une femme est violée et
à cette occasion, elle est rendue grosse. Elle peut ou ne pas se faire avorter. Je donne le cas d'inceste. Un père qui engrosse sa propre fille. La fille peut décider, voilà, ça c'est la grossesse de mon père, j'aurai honte, tout ça, je décide de me faire avorter. Tout comme elle peut décider, c'est la grossesse de mon père, je maintiens ça. Donc, les protocoles et les normes et directives du ministère de la Santé placent au centre de la personne de la femme le choix, la décision qu'elle prend pour avorter ou pour garder la grossesse. Alors, quel est le rapprochement, maître, entre des personnes qui confondent contraception irréversible et avortement? S'agit-il de la même chose ou bien c'est vraiment... c'est ce qui va suivre, après avoir expliqué ces conditions, l'avortement, l'agression sexuelle, l'inceste. Il y a des tribus dans notre pays qui entretiennent l'inceste. Exactement. Et lorsque la grossesse met en danger la santé physique et mentale de la femme, le médecin va lui dire que vous êtes en danger, elle peut décider de se faire avorter. Et lorsque la grossesse met en danger la vie de la mère ou du fœtus, on peut réaliser l'avortement. Voilà les conditions prévues par l'article 14. Maintenant, lorsqu'on parle de la planification familiale, on voit les méthodes contraceptives. C'est pour éviter les grossesses non désirées. C'est pour empêcher. Voilà. Et il y a toute une liste de méthodes contraceptives. Mais on les recoupe en méthode contraceptive réversible et irréversible. Alors, la méthode contraceptive, ou bien la conception réversible d'abord, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des méthodes qui empêchent une grossesse non désirée, temporairement. C'est-à-dire, on vous applique la méthode et après vous pouvez revenir pour continuer à concevoir ou bien à pouvoir engrosser une femme. Ça, c'est réversible. C'est-à-dire ça peut revenir. Mais la contraception irréversible, c'est-à-dire que c'est une stérilisation définitive. Vous avez dit au départ, ça ne concerne pas que les femmes. Non, non. Un homme, on peut lui appliquer une méthode irréversible, contraception irréversible. C'est-à-dire qu'il n'aura plus à pouvoir engrosser une femme et on peut arrêter le système reproductif. Ça s'appelle la vasectomie. C'est ça. Donc, ça c'est irréversible, c'est-à-dire la stérilisation définitive. C'est ça la différence. Alors, après la diffusion du protocole de Maputo au journal officiel, nous les juristes, on s'était dit, mais en lisant le protocole de Maputo, l'article 14, cet instrument africain recommande aux États, tout État qui a ratifié cet instrument, de prendre justement les mesures nécessaires sur le plan politique et législatif pour domestiquer cet instrument juridique et d'aménager le droit interne pour que les dispositions internes se conforment à cet instrument. Et nous visons l'article 14. Depuis 8 ans, nous avons un problème dans notre pays. La réforme n'évolue pas. N'évolue pas pour aboutir vraiment à adapter, à harmoniser toutes les lois internes avec le prescrit de l'article 14. Je cite le code pénal. Le code pénal doit être modifié. Non seulement il ne définit pas l'avortement et d'autres concepts liés à cette notion-là, mais les articles 165, 166 demeurent là-bas. On ne fait que réprimer l'avortement. Il faut insérer des dispositions qui atténuent la rigueur de ces deux dispositions. Nous avons la loi qui protège l'enfant. Nous avons la loi sur la santé publique. Nous avons le code sur la déontologie médicale. Vous voyez, toutes ces lois, il faut revoir leurs dispositions pour qu'elles se conforment au prescrit du protocole de Maputo. Alors, avec le partenaire MSAI qui nous accompagne, qui finance nos projets, nous sommes dans une synergie. Nous avons décidé que AFEJICO puisse porter ce plaidoyer auprès de parlementaires, députés nationaux et sénateurs. Et on s'était dit, en vulgarisant ce protocole, on a constaté que la loi sur la santé publique aussi a des lacunes. On a choisi 4 articles. Mais on a ciblé plus l'article 81. Article 81. C'est ce qu'on a ciblé. Puisque au niveau de cet article-là, l'article 81 alinéa 2 exige l'avis de 3 médecins et un psychiatre pour réaliser la contraception irréversible. On a tenu des ateliers. La FEJICO nous a invités et nous avons réfléchi. Et on a constaté que dans notre pays, dans des provinces, partout il n'y a pas de médecins, surtout dans des territoires. Alors si on maintient cette disposition, c'est-à-dire que les personnes nécessiteuses ne peuvent plus accepter à cette méthode contraceptive. Or, nous les magistrats aussi, nous observons les professionnels de santé. Lorsque
nous recourons à l'article 174L du Code pénal, livre 2, un médecin qui réalise la contraception irréversible, un seul médecin, il doit être condamné. Puisqu'on exige 3 médecins psychiatres. Vous voyez le danger? Bien sûr. Donc, la peine est de 5 à 15 ans pour un professionnel de santé qui réalise la contraception irréversible seul. Il faut 3 médecins et un psychiatre. On s'était dit, bon, il y a des citoyens congolais qui sont dans des territoires, de villages, ils sont loin des hôpitaux où il y a beaucoup de médecins. Alors, comment est-ce qu'on va maintenir une disposition qui est discriminatoire à l'égard des citoyens qui veulent accéder à cette méthode contraceptive? Et voilà pourquoi nous avons proposé au niveau de cette synergie qu'on puisse revoir cette disposition, qu'on maintienne un seul médecin. En droit comparé en France, par exemple, c'est un seul médecin. Pourquoi nous, on doit mettre 3? Et si ce médecin est bien formé, d'ailleurs aujourd'hui ils le font, à travers le pays, un seul médecin formé réalise la contraception irréversible. Et voilà pourquoi nous avons dit que c'est une barrière pour que les gens accèdent à cette méthode contraceptive irréversible. C'est ainsi qu'avec l'accompagnement de MSAI, nous avons dit, à FEJICO, nous vous accompagnons. Porter ces plaidoyers auprès de parlementaires comme ça, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons essayer un peu d'obtenir la révision de cette loi en attendant qu'on puisse procéder à un autre plaidoyer pour les lois qui portent encore des dispositions lacunaires. Voilà la portée de cet article 81 et la motivation de sa révision. Aujourd'hui, la proposition avait été portée au Parlement. Avant de poursuivre notre échange, magistrat Baudouin, on va prendre ce reportage, on va revenir sur ce qu'a été cette rencontre entre les organisations qui plaident pour justement la révision de l'article 81 de la loi sur la santé publique, en présence de l'initiateur et en présence plutôt du porteur de ce projet au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi du rapporteur de l'Assemblée nationale suivant, et nous revenons tout juste après. La modification de l'article 81 de la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 portant sur les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, tels et les plaidoyers portés par l'Association des femmes juristes du Congo en partenariat avec le réseau des magistrats pour la mise en œuvre de l'article 14 du protocole de Maputo, les réseaux des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive, ainsi que la coalition contre le grossesse non désirée. Nous avons décidé d'entamer cette démarche de plaidoyer pour que le législateur puisse revisiter l'article 81 de la loi cadre sur la santé en assouplissant justement les conditions parce qu'elles semblent rédhibitoires et elles ne permettent pas aux femmes qui sont désireuses d'avoir accès à une contraception irréversible de le faire. Porteur de cette initiative de la société civile, le député national Olivier Kabea souligne l'importance de cette démarche qu'il juge essentielle pour faire évoluer le cadre légal en matière de santé publique. Nous sommes devant une adaptation de nos lois par rapport aux obligations souscrites au niveau international, entre autres la Convention de Maputo. Voilà pourquoi nous portons ces combats pour pouvoir trouver des solutions, adapter nos lois par rapport aux réalités que vivent nos mamans dans des milliers de territoires reculés de la République. Réceptif aux préoccupations soulevées, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly, a affiché sa volonté de s'impliquer dans la poursuite des étapes restantes. Je peux vous rassurer que pour cette loi-ci, au nom de la santé, du droit à la santé qui est proclamé à l'article 47, je vais faire de mon mieux pour que dès le début de la session, nous puissions l'aligner. Au terme de cette rencontre, les participants ont réaffirmé la nécessité d'adapter les cadres juridiques aux réalités sanitaires de la RDC afin de garantir un meilleur accès aux soins conformément aux engagements nationaux et internationaux du pays en matière de droit à la santé. Et voilà, avec vous, vous étiez bien présent lors de cette matinée d'échange entre AFEJICO, le rapporteur de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec les plaidoyers? Oui, avant d'en arriver, on a tenu des réunions. L'AFEJICO nous a invités, donc les associations qui sont accompagnées par MSAI. Nous avons adopté d'abord l'argumentaire et puis l'AFEJICO a conçu ce projet-là ensemble avec l'honorable Olivier Kabea qui a essayé un peu de donner ces amendements. Et
C'est ainsi qu'on a déposé à travers ces députés ce projet à l'Assemblée nationale où on a tenu une dernière réunion avec l'honorable rapporteur Njoli que vous avez cité. Et à ce stade, nous attendons la session de septembre pour voir si on peut soumettre ça au débat pour essayer un peu de voir si on peut l'adopter et suivre d'autres étapes au niveau des commissions et voir dans les jours à venir cette loi être modifiée au niveau de l'article 81 et d'autres 3 articles qu'on a proposés. Au niveau du socle des magistrats, vous-même d'abord, est-ce qu'il y a des obstacles, des défis juridiques qui posent problème à l'application actuelle de cette disposition? Oui, j'avais déjà introduit ça, donc il y a des difficultés. Vous voyez que il y a des magistrats qui disent que bon, voilà, nous on ne peut pas appliquer l'article 14 lorsqu'on parle de l'avortement. Moi j'ai une foi chrétienne qui m'empêche, non. Ça, ce n'est pas le rôle des magistrats. Le rôle des magistrats, c'est de surveiller les professionnels de santé, qu'ils appliquent correctement l'article 14. Par exemple, lors d'une enquête, devant moi, je suis juge, un médecin est traduit en justice, accusé par le parent de la fille qui a avorté, par exemple, ou bien sur qui on a appliqué la méthode contraceptive réversible ou irréversible. Je vais d'abord lui poser la question, qu'est-ce que la fille vous a raconté? Non, prenons le cas du viol. Ok, la fille m'a dit qu'elle était violée. Sur le plan des conditions de fond, là, c'est correct, puisque même si la fille mentait, mais le médecin, lui, il est convaincu qu'on l'a violée, puisqu'il va l'examiner. Alors, on va descendre à d'autres conditions. Le rapport médical que vous avez établi, est-ce que la vie de cette femme était en danger? Sa santé mentale et physique était en danger? Nous vérifions toutes les conditions. Alors, vous travaillez dans quelle structure? Et cette structure est agréée par l'autorité compétente? Oui. Si toutes les conditions sont réunies, il a bien respecté les conditions des fonds et des formes, ainsi que les normes et directives, alors dans ce cas-là, il ne sera pas poursuivi. C'est ça la dépénalisation de l'avortement sécurisé. Alors, s'il n'a pas respecté ces conditions, il ne va pas rentrer chez lui. On va l'arrêter et on va le condamner. Vous voyez? Maintenant, au niveau de l'article 81, à ce niveau, on n'a pas assez de médecins. Il faut 3 médecins et 1 psychiatre. D'ailleurs, on a encore un nombre important de médecins au niveau des chefs-lieux de province, mais les psychiatres, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est ça la difficulté. Au total, 79 sur l'ensemble. C'est ça, sur l'ensemble du pays. Selon les chiffres émis par la FUJIC. Voilà, c'est ça la difficulté. Alors, on nous met, nous sommes vraiment gênés. Un médecin qui réalise seul la contraception irréversible, à l'état actuel de la législation, il doit être condamné à 15 ans. Mais un médecin qui réalise cette méthode dans un territoire où il est seul, il n'y a pas d'autres médecins. Mais lorsque nous formons les magistrats, nous leur disons, bon, il faut faire attention, il y a un cas de force majeure. Puisque s'il n'intervient pas, si la personne est en danger, on va le poursuivre pour non-assistance à la personne en danger. Voilà comment est-ce que nous essayons un peu d'adapter cette réalité à l'application de cette disposition en attendant sa révision. C'est ça la difficulté que nous éprouvons, nous les magistrats, pour poursuivre. Mais il faudrait quand même déconstruire quelques idées reçues, hein, M. Baudouin. Est-ce que cette révision va-t-elle supprimer tout encadrement médical autour de la contraception irréversible? Non, non, si on révise cette disposition, on l'adapte. Directement, on l'adapte et les médecins vont commencer maintenant à réaliser cette méthode sans difficulté, puisque vous voyez, il y a un principe fondamental dans le protocole de Maputo. La dépénalisation de l'avortement et des méthodes contraceptives. Là, je vais épingler ce fait. On a dépénalisé l'avortement sécurisé, on a dépénalisé les méthodes contraceptives. Aujourd'hui, à travers le pays, on nous appelle. Un infirmier, un acteur médical est en train de vulgariser les méthodes contraceptives, on les chasse, on les menace. Non, vous voulez imiter les histoires des Blancs pour diminuer le nombre des habitants. Non, non, il ne faut plus menacer les gens qui vulgarisent ces méthodes et qui appliquent ces méthodes, ou bien les femmes qui utilisent ces méthodes. C'est dépénalisé depuis 2018. C'est dépénalisé. Vous voyez le problème qui est sur le terrain que nous sommes en train de gérer, et c'est pour cette raison que la révision de cette disposition va faciliter le travail des professionnels de santé, même des magistrats. Il n'y aura plus vraiment ce conflit de dispositions, puisque nous sommes là pour appliquer l'article 14. Dans le cadre de la planification familiale, il y a cet article qui cloche un peu et pour adapter, même nous les magistrats. Dernièrement, on a recruté 5000 magistrats. Pour plus de 100 millions d'habitants, vraiment, ce sont des effectifs insignifiants, compte tenu de la vaste étendue du pays.
Nous ne sommes pas nombreux. Moins de 10 000 magistrats pour une population de 100 millions d'habitants, c'est insignifiant. Il y a des territoires où il n'y a pas de tripés. Il n'y a pas de tribunal de grande instance. Il en est de même pour les médecins. Alors là où il n'y a pas beaucoup de médecins, alors les citoyens ne peuvent pas accéder à cette méthode contraceptive. Voilà pourquoi c'est ça l'importance du plaidoyer que nous menons avec AFEJICO à la tête, avec l'appui de MSAI pour obtenir la révision de cet article et voir comment est-ce que nous pouvons contribuer à la promotion de ces méthodes, de toutes les méthodes contraceptives. Pour les autres méthodes contraceptives réversibles, il n'y a pas de problème. Uniquement pour cette méthode irréversible. Ce n'est pas intéressant que les personnes désireuses puissent rencontrer des barrières au niveau de la loi pour bénéficier de ces méthodes-là. En attendant que le plaidoyer aboutisse sur terrain, oui. Quelle lecture faites-vous? Qu'est-ce qui se passe actuellement sur le terrain? Non, pour le moment, ce sont les médecins qui réalisent cette méthode contraceptive sans recourir à d'autres médecins ou psychiatres. C'est ça la réalité sur le terrain. Et nous, les magistrats, on n'a pas de dénonciation pour pouvoir poursuivre ça. Et là, on a réussi, bon, il n'y a pas de problème. Mais le jour où nous aurons un cas de dénonciation, ça ne sera pas agréable de poursuivre un médecin qui a réalisé seul cette méthode contraceptive irréversible alors qu'il était dans l'impossibilité de réunir 2 collègues et un psychiatre. C'est ça la réalité sur le terrain. Vous avez dit après l'adoption au Parlement, il y aura certainement des démarches de promotion et de sensibilisation des populations. Oui. Mais récemment, il y a eu une matinée scientifique, disons une matinée de sensibilisation avec les organisations de société civile. Avant de parler de motivation, on va encore suivre ce reportage et puis on revient juste après. Au total, 50 organisations de la société civile ont été sensibilisées sur la modification de la loi relative à la santé publique, plus précisément de son article 81. À l'initiative de la coalition de grossesse non désirée, membre du consortium qui porte les plaidoyers et appuyé par MSAI RDC, ces assises visaient à obtenir l'adhésion des diverses parties prenantes au processus de révision de cette disposition légale. Nous estimons que cette loi devrait être portée d'abord par les femmes congolaises pour qu'elles comprennent le bien fondé de notre démarche parlementaire qui consiste à répondre à une situation ou bien à une injustice au niveau de la société congolaise. Maître Doudou Mujinga rappelle que cette proposition des réformes vise à harmoniser les dispositions légales nationales avec les engagements internationaux de la RDC. La contraception irréversible permettra à la femme de choisir le moment où il peut avoir des enfants ou pas. Présents à ces assises, plusieurs représentants de la société civile ont salué cette initiative. Je trouve que la démarche est plutôt bonne parce qu'on doit rendre cette loi souple. Nous avons un grand travail de faire la sensibilisation, d'amener le message dans tous les coins où ce message n'est pas encore connu. Pour rappel, la législation congolaise exige actuellement pour l'accès à la contraception irréversible l'avis de 3 médecins et un psychiatre, des conditions que les initiateurs de la réforme estiment en décalage avec les dispositions du protocole de Maputo ratifié par la RDC. Voilà, Monsieur Kipaka, pourquoi avoir intégré d'autres organisations des sociétés civiles dans ces plaidoyers? Oui, vous savez très bien que lorsqu'on travaille en synergie, on renforce vraiment l'action. Et comme nous travaillons avec MSAI dans une synergie, on a voulu vraiment renforcer ce travail pour obtenir ou bien faire aboutir vraiment ce plaidoyer facilement. Puisque lorsqu'on est en groupe, on échange les idées, on donne des arguments. Et ces arguments étaient bien reçus par les députés qui portent ce projet et qui a apporté aussi sa contribution en apportant quelques amendements. Et c'est ainsi que vous nous voyez toujours ensemble en atelier au niveau du Parlement. Nous sommes ensemble pour essayer un peu d'accompagner AFEJICO qui porte ce projet auprès des députés. Et c'est ça l'impact du travail en synergie au lieu de travailler en électron libre dans une synergie, ça ne sera pas intéressant. C'est ça le but poursuivi par la synergie, renforcer cette action auprès des décideurs. Donc c'est en quelque sorte vous voulez créer un relais des relais communautaires pour faire la bouche à l'oreille au sein de la population en général? Non, non, la synergie est là d'ailleurs. Et l'activité prioritaire
en cette matière, c'est la vulgarisation du protocole. Parce qu'il y a beaucoup de barrières culturelles et traditionnelles. C'est ça, ce sont les difficultés que nous sommes en train de rencontrer, les défis que nous sommes en train vraiment de relever. Aujourd'hui, ce protocole n'est pas connu partout au Congo. Le pays est très vaste. Vous voyez? Mais lorsque nous sommes nombreux, nous travaillons ensemble, nous adoptons les mêmes méthodes de communication. La stratégie pour essayer un peu de changer le comportement des gens, ceux qui résistent, puisqu'il y a une stratégie, il y a des méthodes. On ne peut pas aller vulgariser si on n'est pas formé au préalable, si on n'a pas de stratégie pour changer le comportement et les attitudes des bénéficiaires de cette campagne de vulgarisation. Et voilà pourquoi nous travaillons en synergie dans les zones d'intervention de chaque organisation et de MSAI là où ils nous financent pour essayer un peu d'avoir plus d'impact sur le terrain dans la connaissance du contenu du protocole de Maputo et l'application de l'article 14 au profit des personnes qui sont éligibles, par exemple, aux avortements sécurisés et aux méthodes contraceptives. C'est ça l'importance de ce travail en synergie depuis qu'on a commencé à travailler avec MSAI. Et voilà, on est en train de finir, hein, petit à petit, on est en train de finir. Mais avant d'y arriver, Monsieur Baudouin, la question est de savoir, vous avez dit que le Parlement qui doit tabler sur les plaidoyers, la révision, les populations, disons, les sociétés civiles sont sensibilisées pour réellement comprendre la démarche et tout. Mais n'oubliez pas que nous sommes aussi confrontés à des barrières culturelles. Est-ce qu'il y a des moyens déjà mis en avant pour pouvoir pas forcément changer les mentalités, mais faire comprendre de quoi il s'agit réellement. Parce qu'on parle de la contraception irréversible qui est bien différente de l'avortement. Mais dans le commun des mortels, quand on dit on arrête de concevoir, de donner des sens, cela veut dire que on sacrifie toute une génération. Par rapport aux barrières culturelles, quelle est la stratégie? C'est ça. Je voulais d'abord commencer par dire que l'avortement et les méthodes contraceptives sont liées. Puisque les professionnels de santé ils nous apprennent que lorsqu'une femme a été encadrée dans le cadre de l'avortement sécurisé, on lui propose l'une des méthodes contraceptives pour l'accompagner. Vous voyez que c'est lié. De deux, vous voyez, au début de cette émission, on a commencé à vulgariser le protocole de Maputo. On donne l'historique à chaque occasion. On vulgarise, malgré le thème principal de l'émission, mais on en profite pour vulgariser. Et dans notre synergie, chaque organisation a son rayon d'intervention et nous en profitons pour vulgariser. C'est ça la priorité pour le moment, même s'il y a 8 ans depuis que le protocole a été diffusé au journal officiel, on doit vulgariser. Et nous avons même adopté avec MSAI une autre approche de communication. Est-ce que dans l'avenir proche, on ne peut pas vulgariser en langue nationale ou bien traduire le protocole en langue nationale? Vous voyez les méthodes que nous sommes en train d'utiliser pour essayer un peu de faire connaître le protocole à la majorité de la population congolaise. C'est pour lever ces barrières-là. Pourquoi il existe ces barrières? C'est puisqu'il y a l'ignorance. On a réuni les serviteurs de Dieu une fois. Et au début, ils se préparaient pour s'opposer. Mais à la fin, ils ont compris que le protocole ne libéralise pas l'avortement, n'autorise pas l'avortement. Il faut voir les cas qu'on a expliqués. Et les serviteurs de Dieu ont compris que, voilà, on avait des préjugés. Donc voilà comment est-ce que nous développons cette stratégie pour vulgariser non seulement les notions de l'avortement, mais les méthodes contraceptives. La planification familiale, c'est vraiment très important. Et en vulgarisant, les gens vont comprendre et vont commencer à recourir à ces méthodes-là. Puisque lorsqu'on les fait en cachette, d'une façon clandestine, on risque de perdre la vie aussi. On peut détruire les organes reproductifs d'une femme et reste malheureuse. Et voilà pourquoi nous privilégions le travail de vulgarisation. Et la priorité, c'est la vulgarisation du protocole de Maputo, la notion de l'avortement sécurisé et les méthodes contraceptives. C'est complémentaire. Et puis, nous en profitons surtout, nous les magistrats. Il y a plusieurs explications pour faire accepter ce protocole sur le plan juridique. Il y a beaucoup d'explications. Surtout pour convaincre le magistrat. Et les magistrats ont besoin d'être informés, puisque c'est une nouvelle loi. C'est une nouvelle loi. Et lorsqu'on fait le tour du pays, jusqu'à ce jour, dans l'intervalle de 3 ans, j'ai parcouru 20 provinces du pays, avec différents partenaires. AIPAS, MSAI, ENABEL, les conseils supérieurs de la magistrature. Mais il y a certains magistrats qui ignoraient cette loi. Et comment est-ce que vous allez protéger les professionnels de santé maintenant, si vous ignorez cette loi? Voilà l'importance de la vulgarisation, au profit de toutes les couches sociales. Les politiciens,
les acteurs de la société civile, les magistrats, les auxiliaires de la justice. Et là, on est en train de relever ces défis par rapport aux barrières d'ordre culturel, sur tout ça. Hein, sur tout ça. Mais il y a une autre barrière du fait que les lois ne sont pas encore révisées pour se conformer à l'article 14. C'est ça l'objet de ce plaidoyer. D'où le plaidoyer pour vraiment arriver à la conformité. Toute une dernière question, bon, je dirais avant-dernière question, avec AFEJUICO, pour faire aboutir ces plaidoyers sur la révision de ces dispositions de la loi sur la santé. Qu'est-ce qui reste à faire? Oui, ce qui reste à faire, c'est assurer vraiment le suivi de ce plaidoyer avec le député qui a accepté de porter ce projet de loi au Parlement. C'est-à-dire, après l'Assemblée, on ira au Sénat. Et c'est une série d'activités qu'AFEJUICO nous propose pour l'accompagner et voir vraiment notre attente être réalisée. Nous voulons que même avant décembre, qu'on ait cette loi-là. Mais peut-être l'année prochaine, on pourra avoir cette loi. Et dès qu'on a la révision de cette loi-là, je crois qu'on va renforcer le mécanisme interne de promotion et de protection des droits sexuels et reproductifs, surtout de la femme. Vraiment, l'adrénaline est forte. Oui, c'est ça. Nous sommes sûrs qu'on va réviser cette loi, puisque les arguments qu'on a présentés vont convaincre le député. Sont valables, oui, c'est ça, c'est ça. Oui. Et pour le bien de toutes les communautés. Merci beaucoup, Monsieur Baudouin Kipaka. Je rappelle que vous êtes magistrat à la Cour des cassations et aussi président du réseau des magistrats pour la promotion de l'article 14 du protocole de Maputo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi pour l'invitation. Et merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro du journal et la santé. L'on comprend que nous ne faisons pas la promotion de l'avortement, mais il est question justement d'aider les législateurs à se conformer avec comment on dit, les engagements, voilà, les engagements pris au niveau international, parce que toute femme a